arrête tout. 4 sénateurs viennent de briser le système qui protégeait Donald Trump. Parce que ce qui s'est passé ce matin-là à Washington n'est ni une rumeur, ni une analyse, ni une théorie. À 7h43 précise, 3 dirigeants républicains du Sénat sont entrés dans le bureau de Mitch McConnell pour ce qui devait être une réunion de routine. 47 minutes plus tard, ils en sont sortis. Et en moins de 2 heures, la capitale était secouée par la révolte interne la plus grave du Parti républicain depuis le Watergate. Le paradoxe est total. Ce n'est pas une guerre idéologique ni un désaccord politique. C'est un rejet du contrôle au sommet contre l'homme qui gouvernait son parti par la peur. Et voici le détail qui change tout. Dans la nuit, à 2h17 du matin, Donald Trump appelle le chef de la majorité sénatoriale. Il exige un vote immédiat sur une extension des pouvoirs d'urgence. Ultimatum clair. Passez-le avant vendredi ou je vous détruis tous en primaire. Puis, à 6h30, un enregistrement privé commence à circuler. On y entend Trump dire mot pour mot « Je n'ai pas besoin du Sénat. Ces gens travaillent pour moi. » Ce n'est pas une colère, ce n'est pas une provocation, c'est une déclaration de domination. Mais voici ce que presque personne ne dit à voix haute. Quand un président affirme publiquement que le Sénat lui appartient, le problème n'est plus Trump. Le problème, c'est ce que les sénateurs comprennent à ce moment précis. L'obéissance ne les protège plus, elle les expose. Et à partir de là, la peur cesse de fonctionner comme arme de contrôle. Alors pose-toi cette question, parce qu'elle te concerne directement. Si ceux qui ont survécu 8 ans sous cette pression décident au soudain de dire non, qu'est-ce que ça annonce pour la suite? Et surtout, jusqu'où ce bras de fer peut-il aller avant que tout bascule vraiment? Ce qui se joue ici n'est pas un incident isolé. C'est le dernier maillon d'un schéma qui dure depuis des années. Et cette fois, il a dérapé. Officiellement, l'histoire tourne autour d'un projet appelé « Extension des pouvoirs d'urgence ». Mais si tu t'arrêtes là, tu rates l'essentiel. Parce que ce n'est pas le texte qui a mis le feu au Sénat. C'est la manière, l'heure, la menace. Et surtout, ce que cela révèle d'un rapport de force devenu impossible à masquer. Fait établi par le contenu, l'appel de Trump à 2h17 du matin n'était pas une demande, c'était un ordre. Vote immédiat, avant vendredi. Sinon, représailles politiques contre chaque sénateur. Puis, quelques heures plus tard, l'audio circule en interne. « Je n'ai pas besoin du Sénat. Ces gens travaillent pour moi. » À partir de là, la question n'est plus « Faut-il soutenir ce projet de loi? » La vraie question devient « Que se passe-t-il quand le président considère ouvertement le pouvoir législatif comme subordonné? » Et c'est ici que le cadre change. Parce que pour les sénateurs républicains, ce moment ne surgit pas dans le vide. Il s'inscrit dans une longue série de précédents très clairs, des carrières brisées, des avertissements publics, des exemples soigneusement choisis. Depuis des années, le message implicite est simple. Défiez-moi et vous disparaîtrez. La nouveauté, cette fois, c'est que la menace ne cible plus un individu isolé. Elle vise tout le groupe, en bloc. Maintenant, regarde bien ce déplacement. Quand la pression devient collective, le calcul change. Ce n'est plus « est-ce que je peux survivre seul ?», mais « est-ce que nous pouvons tomber ensemble ou résister ensemble ?» Et c'est précisément ce basculement mental qui transforme une crise politique en quelque chose de beaucoup plus dangereux pour le pouvoir en place. Mais voici la vraie question, celle que personne ne pose encore clairement. Si cette peur a tenu le parti pendant 8 ans, pourquoi commence-t-elle à se fissurer maintenant? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans le calcul de ces sénateurs pour qu'ils prennent un risque qu'ils refusaient hier encore? C'est là que l'histoire devient beaucoup plus explosive. Parce que quelque chose de très concret a changé cette semaine et ce n'est pas une impression. C'est un calcul froid, électoral, presque mécanique. Fait établi par le contenu. Le Sénat républicain fait face à une carte électorale brutale. 23 sièges républicains sont en jeu contre seulement 11 démocrates. Et selon des données internes citées, dans des États clés comme le Montana, l'Ohio et la Pennsylvanie, les candidats républicains directement associés à Trump chutent de 6 à 8 points. Un sénateur résume la situation par une phrase qui circule en interne « Je peux défendre le conservatisme, je ne peux pas défendre le chaos ». Ce détail est essentiel parce qu'il renverse toute la logique de la peur. Pendant des années, s'éloigner de Trump signifiait risquer sa carrière.
Aujourd'hui, rester collé à lui signifie risquer de perdre son siège. Et quand ce basculement s'opère, la loyauté cesse d'être une protection. Elle devient un poids. Notice bien ce qui manque dans les discours privés des sénateurs. Personne ne parle de trahison idéologique. Personne ne parle de reniement des valeurs. Ils parlent de survie politique. Et ce n'est que le premier choc. Le deuxième arrive sur le terrain international et il est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Fait établi, ce que le contenu appelle le désastre du Groenland a déclenché une réaction immédiate chez les Alliés. Des membres du comité des forces armées sont furieux. Un ancien amiral 4 étoiles déclare publiquement « Ce n'est pas une stratégie, c'est de l'instabilité ». Quand des sénateurs spécialisés en défense entendent ça, ils ne pensent pas communication. Ils pensent escalade, alliance, article 5 et conséquences irréversibles. Mais voici la partie que presque personne ne relit encore. Quand un président menace un territoire allié, il ne crée pas seulement une crise diplomatique. Il place le Sénat dans une position intenable. Défendre Trump, dans ce cas précis, revient à assumer personnellement une déstabilisation de l'ordre international. Et ça, ce n'est plus un coup abstrait. C'est un risque historique attaché à ton nom. Ajoute à cela le troisième facteur, celui qui ferme toutes les portes de sortie. Fait établi, plusieurs affaires pénales avancent en parallèle. La Cour suprême refuse des suspensions d'urgence. Des dates de procès se figent. Un avocat républicain de haut niveau confie en privé « Nous sommes en train de nommer quelqu'un qui pourrait être en détention fédérale en novembre ». Ce n'est pas une hypothèse lointaine. C'est un scénario intégré dans les calculs internes. Maintenant, assemble ces trois éléments. Vulnérabilité électorale, instabilité internationale, exposition pénale accélérée. Pris séparément, chacun est gérable. Ensemble, ils transforment la défense de Trump en suicide politique collectif. Et c'est précisément à ce moment-là que 4 hommes se retrouvent enfermés dans un bureau à 7h43 du matin pour décider s'ils continuent à subir ou s'ils tracent une ligne. Et ce qui s'est dit dans cette pièce va tout faire basculer. Quand la porte s'est refermée dans le bureau de Mitch McConnell, ce n'est pas une discussion théorique qui a commencé. C'était une confrontation avec la réalité. Fait établi, autour de la table se trouvent McConnell, John Thune, John Barrasso et John Cornyn. 4 profils différents, mais une même prise de conscience. McConnell lance l'enregistrement. 3 minutes. La phrase tombe « Je n'ai pas besoin du Sénat. Ces gens travaillent pour moi. » Il le fait rejouer une seconde fois. Personne ne parle. Selon une source, le silence est suffocant. Voici pourquoi ce moment est si lourd. Ce n'est pas un président qui s'agace du Congrès. C'est un président qui déclare le Congrès obsolète. Et pour des sénateurs qui ont passé leur carrière à défendre l'institution, ce n'est plus une question de loyauté partisane. C'est une question d'existence. John Thune est le premier à briser le silence. Nous ne pouvons pas défendre ça. Ni le Groenland, ni les pouvoirs d'urgence, ni les menaces contre nos propres membres. Nous ne pouvons pas aller à la télévision expliquer ça à des électeurs déjà épuisés. Ce n'est pas un cri, c'est un constat. John Barrasso répond « Et là, le conflit interne apparaît clairement. Si nous nous opposons publiquement, il nous détruira un par un. Nous avons vu ce film. Romney, Cassidy, Cheney, tous ceux qui ont résisté sont marginalisés. En quoi est-ce différent? » C'est la question centrale. Et c'est ici que l'histoire bascule vraiment. McConnell se penche en avant et dit quelque chose qui change l'équation. C'est différent parce qu'il va nous détruire de toute façon. La seule question est de savoir si nous tombons en le défendant ou en défendant l'institution. Arrête-toi une seconde sur cette phrase. Elle marque une rupture historique. Pour la première fois, la direction du Sénat républicain accepte publiquement une idée impensable jusqu'ici. La soumission n'offre plus aucune sécurité. À partir de ce moment, la peur cesse d'être un frein. Elle devient un moteur inverse. John Cornyn ajoute la donnée finale, celle que personne ne peut ignorer. Au Texas, je suis en retard de 4 points. Chaque point est lié au chaos de Trump. Mes électeurs veulent de la stabilité, pas expliquer pourquoi un président menace d'envahir le Groenland. C'est là que la normale devient normale. Pendant des années, l'idée de défier Trump était considérée comme un suicide politique. Maintenant, ce qui paraît suicidaire, c'est de continuer à le couvrir. Et quand cette inversion s'opère au sommet, ce n'est plus une rébellion émotionnelle. C'est une décision stratégique, froide, calculée, collective. Mais voici la partie que peu de gens mesurent encore.
Ce que McConnell propose ensuite n'est pas un geste symbolique. Ce n'est pas une déclaration pour les caméras. C'est une restructuration du rapport de force. Et si ce plan se met en place, il change définitivement la dynamique entre Trump et le Sénat. Ce que McConnell propose à ce moment-là n'a rien de théâtral. Fait établi, il déroule un plan précis, structuré, pensé pour résister à des représailles. D'abord, une lettre commune adressée à la Maison-Blanche, affirmant clairement que le Sénat ne votera pas l'extension des pouvoirs d'urgence. Ensuite, une ligne rouge publique. Le leadership ne fera plus campagne avec Trump tant que la rhétorique étrangère et les menaces internes ne cesseront pas. Et surtout, le point le plus explosif, celui qui change les règles du jeu. Si Trump lance des primaires contre des sénateurs en poste, la direction du parti utilisera l'intégralité de la caisse de guerre du comité sénatorial républicain pour défendre les sortants. Regarde bien ce que ça signifie. Jusqu'ici, la plus grande arme de Trump était l'isolement. Un sénateur seul face à une machine politique déchaînée. McConnell inverse la logique. Il transforme la résistance en bloc. Il retire à Trump la capacité de choisir ses cibles une par une. Et c'est là que le moment devient irréversible. McConnell regarde chacun dans les yeux et pose une question simple. J'ai besoin de savoir maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? John Thune dit oui immédiatement. John Cornyn dit oui. John Barrasso se tait. Selon une source, 30 secondes passent. 30 secondes qui semblent interminables. Puis il lâche une phrase lourde de sens. « Tu me demandes de commettre un suicide politique ?» McConnell répond sans hausser la voix. « Je te demande de faire ton travail. » Barrasso dit oui. 4 voix. 4 signatures potentielles. Et à cet instant précis, la structure qui a tenu le Parti républicain sous contrôle pendant 8 ans commence à se fissurer. Mais ce qui suit va encore plus vite que la décision elle-même. À 9h15, McConnell décroche son téléphone. Fait établi, il appelle personnellement 15 sénateurs républicains influents. Le message est direct, sans détour. Nous avançons. Est-ce que vous êtes avec nous? 3 répondent oui immédiatement. Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski. Rien de surprenant jusque-là. Mais 2 réponses provoquent un choc interne. Lindsey Graham et Marco Rubio. Arrête-toi ici, parce que ce détail change la nature de la crise. Lindsey Graham n'est pas un critique de Trump. C'est son défenseur le plus constant, le plus visible, le plus loyal. Golf le week-end précédent, défense télévisée répétée, soutien dans chaque scandale, chaque enquête, chaque inculpation. Et pourtant, selon une source proche, il dit ceci lors d'un appel privé. « J'ai tout défendu, les inculpations, les enquêtes, la rhétorique, mais je ne défendrai pas la menace d'envahir un territoire allié. Je ne défendrai pas le démantèlement de l'autorité du Sénat. Il y a une ligne et elle vient d'être franchie. » Quand quelqu'un comme Graham lâche prise, ce n'est plus une fronde marginale. C'est un signal d'effondrement interne. Et ce signal va déclencher une réaction en chaîne que Trump ne voit pas encore venir. À 10h47, la rupture devient formelle. Fait établi, la lettre est rédigée. 5 pages. Langage juridique, cadrage constitutionnel, aucun mot de trop. Mais une phrase concentre toute la charge politique. Elle est lue et relue dans les couloirs. Nous ne pouvons plus, en toute conscience, permettre des comportements qui menacent l'ordre constitutionnel et sapent les prérogatives institutionnelles du Sénat des États-Unis. Ce n'est pas une critique, c'est une ligne de séparation. À midi, 12 signatures sont déjà acquises. Et c'est là que tout s'accélère. À 11h30, Donald Trump est informé. Fait établi, un aide le prévient via un message chiffré. McConnell et 11 autres sénateurs signent une lettre contre l'extension des pouvoirs d'urgence. Publication aujourd'hui. La réponse de Trump, selon des messages internes qui circulent immédiatement, tient en un mot, en majuscule. Traître. À partir de cet instant, il ne cherche plus à négocier, il cherche à frapper. Regarde la séquence. À 12h15, Trump appelle Lindsey Graham. L'appel dure moins de 2 minutes. Selon une source briefée, « Tu es mort pour moi ». Réponse de Graham, « Alors je suis mort ». Fin de l'appel. Trump appelle Marco Rubio. « Je t'ai créé, je te détruirai ». Rubio répond calmement, « Tu te détruis tout seul. Fais ce que tu as à faire ». Puis Trump tente d'appeler McConnell. 3 fois. McConnell ne répond pas. Mais voici le détail que beaucoup ratent. Ce silence est plus violent que n'importe quelle déclaration. Pendant 8 ans,
Trump a toujours obtenu une réaction, une justification, une explication, une défense. Cette fois, il n'y a rien. Et dans la politique de pouvoir, le silence est une déclaration de guerre. À 13h40, la fracture devient visible au grand jour. Fait établi, les républicains de la Chambre publient un communiqué de soutien total au président. Côté Sénat, rien, aucun tweet, aucun communiqué. Les journalistes politiques remarquent immédiatement le vide. À 14h, tous les grands médias titrent sur le même fait. La direction républicaine du Sénat refuse de soutenir la demande de pouvoir d'urgence de Trump. Puis arrive le geste le plus révélateur. À 15h, la lettre fuit. Et ce n'est pas un accident. Le Washington Post en reçoit une copie. Politico confirme les signatures en quelques minutes. À 15h15, le texte intégral est partout. À cet instant précis, tout le monde comprend. Ce n'est plus un conflit interne. C'est une révolte assumée, publique, irréversible. Mais voici la partie la plus inquiétante, celle qui montre à quel point cette rupture est sérieuse. 20 minutes après la publication, un détail supplémentaire fuite. Selon un stratège républicain senior, la direction du Sénat a déjà préparé un plan de riposte en 3 étapes si Trump décide d'escalader. Ce plan n'est pas improvisé. Fait établi, il est déjà écrit, chiffré, scénarisé. 3 étapes, 3 niveaux d'escalade et surtout des probabilités internes déjà attribuées. Première étape, si Trump attaque publiquement les sénateurs signataires, 5 autres élus publieront immédiatement des déclarations de soutien. Une conférence de presse sera organisée. Le message est prêt. Nous respectons la présidence, mais nous servons la Constitution avant toute personne. En interne, cette séquence est jugée probable à 80%. Autrement dit, ils s'y attendent, ils l'anticipent. Deuxième étape, beaucoup plus lourde. Si Trump lance des primaires contre des sénateurs en poste, le comité de direction débloquera 50 millions de dollars pour défendre les sortants. Le comité sénatorial républicain refusera tout financement aux challengers pro-Trump. Les grands donateurs seront activés. Le message devient collectif. Le Sénat fait bloc. Probabilité estimée, 60%. Ce n'est plus un avertissement, c'est une guerre de ressources. Mais voici l'étape que personne ne veut voir déclencher, celle qu'ils espèrent ne jamais exécuter. Troisième étape, si Trump continue à escalader, le Sénat avancera vers une résolution formelle limitant les pouvoirs d'urgence de l'exécutif. Cela impliquerait une coalition bipartisane, potentiellement un vote de censure. Le message serait sans ambiguïté. Les limites constitutionnelles ne sont pas négociables. Probabilité interne, 30%. Faible, mais réelle. Arrête-toi sur ce chiffre, 30%. Dans la politique institutionnelle, ce n'est pas marginal. C'est un scénario activement préparé. Un sénateur impliqué dans la rédaction du plan lâche une phrase qui circule en interne. « Nous avons simulé tous les scénarios. S'il veut un combat, nous sommes prêts. Mais cette fois, nous ne reculerons pas. » Et pendant que cette mécanique se met en place côté républicain, quelque chose d'essentiel se passe en parallèle à huis clos de l'autre côté de l'hémicycle. Parce que pendant que les républicains se déchirent, les démocrates prennent une décision stratégique qui va verrouiller la suite des événements. Pendant que la tempête éclate côté républicain, une autre scène se joue, beaucoup plus silencieuse, mais tout aussi décisive. Fait établi, les démocrates du Sénat se réunissent à huis clos le même jour. Et selon des sources présentes, Chuck Schumer pose le problème en termes très simples. 2 options. La première est la plus instinctive. Attaquer. Exploiter le chaos. Présenter cette fracture comme la preuve que les républicains sont incapables de gouverner. Le gain politique immédiat serait énorme, mais le risque est tout aussi clair. Offrir à Trump un ennemi extérieur capable de ressouder son camp. La deuxième option est contre-intuitive. Ne rien dire. Pas de communiqué triomphant. Pas de passage sur les plateaux pour se réjouir. Laisser les républicains porter seuls leur fracture. Offrir un soutien discret, institutionnel, sans bruit. Fait établi. Selon 3 sources proches de la direction démocrate, Schumer choisit la deuxième option. Et ce choix est tout sauf passif. C'est une stratégie. Regarde bien pourquoi.
Quand les démocrates attaquent frontalement, Trump sait quoi faire. Il transforme tout en guerre partisane. Il se pose en victime. Il mobilise. Mais quand les démocrates se taisent, quelque chose de très différent se produit. La narration devient impossible à détourner. Ce n'est plus Trump contre les démocrates. C'est Trump contre son propre parti. Et cette histoire-là, il ne peut pas la gagner. Dans les heures qui suivent, un message circule discrètement côté démocrate. Fait établi, pas de critique publique contre la lettre républicaine, pas de célébration sur les chaînes d'infos, à la place des offres calmes. Si une limitation des pouvoirs d'urgence arrive sur la table, des démocrates sont prêts à la co-signer, sans contrepartie médiatique, sans humiliation publique. Le message implicite envoyé aux sénateurs républicains est clair. Vous pouvez agir sans payer le prix partisan. Et c'est là que l'impact devient très concret, très humain. Parce que quand l'ennemi extérieur disparaît, les fractures internes ne se referment pas. Elles s'élargissent. Mercredi soir, à 16h30, le compte Truth Social de Trump s'embrase. Fait établi, 27 publications en 90 minutes, tout en majuscules, rhino, traître. Ils ont détruit le parti. Ce n'est plus une stratégie. C'est une perte de contrôle visible. À 17h15, le premier challenger dépose officiellement sa candidature. État, Caroline du Sud, cible, Lindsey Graham. Et la réponse de Graham, donnée devant les caméras, tient en 4 mots « qu'ils viennent ». Pas d'esquive, pas de justification, juste une acceptation du conflit. Si cette situation te semble familière, dis-le dans les commentaires parce que ce moment marque quelque chose que beaucoup de gens ont déjà vécu ailleurs. Quand la peur cesse de fonctionner, le pouvoir commence à vaciller. Et ce n'est que le début. Parce que ce qui se passe ensuite montre que la pression ne vient plus d'un seul endroit. Elle vient de partout à la fois. Et quand un pouvoir est encerclé, il ne lui reste que 2 options. Reculer ou escalader. Jeudi matin, tout s'accélère. Et cette fois, ce n'est plus une crise politique abstraite. C'est une pression en cascade. Fait établi. À 6 heures du matin, des données de sondage interne fuient vers Politico. Les chiffres sont brutaux. Un candidat républicain générique dans les États clés est à plus 2. Le même candidat, avec l'endorsement direct de Trump, chute à -4. 6 points d'écart. 6 points. C'est la différence entre conserver le Sénat ou le perdre entièrement. Ce n'est pas une opinion, c'est un calcul électoral froid. Puis vient quelque chose d'encore plus inhabituel. À 7h30, 3 bureaux sénatoriaux confirment séparément un fait sans précédent. 42 collaborateurs républicains du Sénat signent une lettre interne. Leur message est simple et glaçant. Nous ne pouvons plus défendre l'indéfendable. Ils menacent de démission massive si leurs sénateurs reviennent en arrière. Arrête-toi sur ce détail. Ce ne sont pas des élus. Ce sont les gens qui répondent aux appels, rédigent les communiqués, tiennent la machine quotidienne en vie. Quand eux lâchent, l'institution se grippe de l'intérieur. À 8h15, une autre ligne de pression s'ajoute. Le monde économique. Fait établi, la Chambre de commerce des États-Unis publie un communiqué. La stabilité constitutionnelle est essentielle à la croissance économique et à la confiance des investisseurs. C'est du langage codé. Traduction interne. Stopper le chaos où l'argent s'arrête. Moins d'1 heure plus tard, l'Association nationale des fabricants relaie le même message. Le signal est clair, les grands donateurs choisissent leur camp. Et comme si cela ne suffisait pas, la pression devient internationale. À 9 heures, le Royaume-Uni publie une déclaration diplomatique exprimant son inquiétude face aux propos sur l'intégrité territoriale des alliés. L'Allemagne suit, la France aussi. Puis le secrétaire général de l'OTAN intervient. Les engagements de l'article 5 sont sacrés et non négociables. Ce n'est pas un commentaire médiatique, c'est un avertissement stratégique. Les alliés de l'Amérique viennent de recadrer publiquement son président. Regarde ce tableau dans son ensemble. Trump est sous pression de ses propres sénateurs, de leurs équipes, des donateurs, des médias conservateurs divisés et maintenant des alliés internationaux. Ce n'est pas un front, c'est un encerclement. Et quand un leader se sent encerclé, il ne réfléchit plus en termes de compromis. Il réagit en termes de survie. À 10 heures précises, Trump choisit l'escalade. Fait établi, il annonce un rassemblement d'urgence. Lieu, Caroline du Sud. État de Lindsey Graham. Date, samedi. Le message est transparent. Les vrais républicains contre les traîtres.
Ce n'est plus une querelle interne. C'est une déclaration de guerre ouverte à son propre parti. Mais voici ce que presque personne ne voit encore. Pendant que Trump crie plus fort, le Sénat, lui, commence à compter. Et quand les chiffres sont posés noir sur blanc, le rapport de force n'est plus celui que Trump croit. En coulisses, les chiffres tombent et ils sont sans appel. Fait établi, Mitch McConnell contacte discrètement plusieurs sénateurs démocrates modérés. Pas de conférence de presse, pas de fuites immédiates, des appels directs. La question est simple. Si une résolution limitant les pouvoirs d'urgence arrive au vote, êtes-vous prêt à la soutenir? Les réponses arrivent l'une après l'autre. Oui, 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 oui. 5 démocrates prêts à voter avec les républicains. Le calcul devient brutalement clair. Regarde bien ce que ça implique. 17 sénateurs républicains déjà alignés, 5 démocrates prêts à suivre, 22 voix. Il en faut 18 pour bloquer l'extension des pouvoirs d'urgence. Mathématiquement, Trump a déjà perdu. Politiquement, il ne le sait pas encore. Et c'est souvent dans cet écart entre la réalité et la perception que les crises basculent. Mais maintenant, 2 trajectoires s'ouvrent. Première possibilité, Trump recule. Il change de ton. Il abandonne l'exigence sur les pouvoirs d'urgence. Il déclare victoire symbolique, affirme avoir fait avancer le débat et tente de refermer la fracture. Cette issue est possible. Elle est rationnelle. Mais elle contredit un fait observable depuis des années. Quand Trump est acculé, il n'amortit pas. Il attaque. Deuxième trajectoire. Et elle est déjà en mouvement. Trump poursuit l'escalade. Il multiplie les rassemblements. Il lance des primaires. Il transforme la loyauté en test public. Dans ce scénario, le Sénat est contraint d'agir pour se protéger lui-même. La résolution arrive sur la table. Le vote devient bipartisan. Et pour la première fois, une institution reprend formellement un pouvoir que Trump considérait acquis. Ce qui rend cette phase si instable, c'est que personne ne contrôle entièrement la vitesse. Chaque action force une réponse. Chaque réponse ferme une porte. Et plus Trump pousse, plus le nombre de sénateurs prêts à rompre augmente. Ce n'est pas une explosion soudaine, c'est une dérive progressive vers une rupture structurelle. La vraie question n'est donc plus « Trump va-t-il perdre cette bataille ?» Les chiffres suggèrent que oui. La vraie question est « Comment réagit-il quand il comprend que le rapport de force s'est inversé, parce que l'histoire montre une chose constante. Quand son contrôle se fissure, il ne cherche pas à préserver le système, il cherche à tester ses limites. Et ces limites sont sur le point d'être mises à l'épreuve publiquement sous les yeux de tout le pays.